constate qu'on va pas très vite depuis quelques minutes et que Banque Populaire, qui est troisième à ce moment-là, revient assez fort sur nous. Faut essayer de pas s'énerver et évacuer le problème sereinement. Donc on cherche un peu d'abord et puis on en vient quand même à inspecter de savoir si on n'est pas en train de traîner quelque chose, si on n'a pas pris quelque chose dans les appendices. Chaud de merde. On a un truc au milieu de la dérive. Ouais, au milieu, il y a un petit truc là. Il y a un truc? Je sais pas si c'est une petite algue filament ou... On voit grâce aux caméras qui éclairent nos appendices qu'on a sans doute quelque chose. C'est là que la nuit peut avoir un peu d'impact, c'est que c'est plus dur de voir dans les appendices quand il fait noir. Il faudrait quelqu'un qui filme, quelqu'un qui regarde et qui éclaire la dérive. Quand on prend ce morceau de filet de cordage dans la dérive, de toute façon la course elle est entre parenthèses. On sait qu'il va falloir résoudre ce problème-là avant de penser à la suite, donc on se met directement dans l'action. Il faut arrêter le bateau et puis résoudre le problème. Pour faire une marche arrière, on n'a pas le droit d'utiliser le moteur en course. Il faut essayer de se rapprocher face au vent, essayer de réduire la vitesse du bateau jusqu'à une vitesse nulle et commencer, grâce au vent, à repartir en marche arrière. Il commence à ralentir. Et tout ça, forcément, de nuit. Donc, il faut être très précis dans un environnement très incertain, quoi. Donc, c'est toujours un petit peu stressant. Ok, j'ai le bateau. C'est bon. Pendant ce temps-là, les petits copains ils continuent d'avancer, donc c'est dommageable, mais il n'y a pas le choix. Le temps perdu, ça se rattrape jamais en mer. Chaque seconde de perdu, c'est une seconde de perdu et ça se rattrape jamais. Bateau pour l'instant. Le vainqueur d'une course en bateau, c'est pas celui qui a fait une route parfaite et qui a jamais perdu de temps, c'est celui qui a fait le moins d'erreurs. Bilan de la manœuvre, on a réussi à s'en dépatouiller de ce filet de pêche. Le but, c'est essayer de tout de suite oublier ça, aller de l'avant et tout de suite essayer de se réunir vers le même objectif pour la suite, quoi. Vous êtes prêts? Transfert. Après cette première nuit, on est au coude à coude avec Banque Populaire, qui est bien revenu sur nous du coup après un début de course, ils étaient plutôt derrière. SVR Lazartigue s'est enfui et puis Sodebo pas très loin derrière en quatrième position. On monte en mer Celtique, donc entre la Cornouaille anglaise et les côtes irlandaises. On a une zone sans vent qui nous barre un peu la route. On était vraiment dans des conditions de vent très chaotiques, très, très faibles. Mais savoir quelle est la suite du vent, c'est pas simple. C'est se creuser les méninges. Et le but, c'était d'essayer de se positionner le mieux possible pour récupérer le futur vent. 3, 2, 1, maintenant! Avant le Fastnet, oui, il y a plein de virements de bord le long de la côte irlandaise. Le vent est très instable près des côtes, il y a des îles. Il y a du courant aussi qui peut être à notre avantage ou aussi en notre défaveur. Donc c'est important de bien se placer, d'avoir le bon rythme, d'essayer de faire le moins de chemin possible et d'y arriver le plus rapidement possible. C'est vrai qu'on est presque tous à vue à ce moment-là, avec les concurrents. Donc on essaye de faire au mieux pour concéder le moins de distance, puisque après derrière ça, il y a forcément un petit effet d'accordéon, puisqu'on part au portant, qui est donc au vent arrière, avec les bateaux qui accélèrent beaucoup. Et donc le premier qui passe, forcément, rentre sur l'autoroute en premier et la distance s'accroît. Donc c'est pas le moment de laisser des mètres en chemin.
À l'approche du Fastnet, c'est toujours un moment émouvant, un peu spectaculaire. C'est quand même un phare qui est perdu sur un caillou au large de l'Irlande. Un peu tout seul, isolé. Il y a toujours un peu une atmosphère un peu glauque, angoissante, un peu magique à la fois. Et ce caillou, c'est un immeuble posé dans l'eau, quoi. Tu peux le contourner en bateau en passant très près. Du coup, c'est devenu la marque de la course du Fastnet, qui a pris son nom. C'est un peu mythique dans l'histoire de la course au large. Il y a des courses qui sont mythiques et qui sont pas forcément les plus grandes ou les plus longues ou les plus dures. Je pense à Paris-Roubaix dans le vélo ou le Grand Prix de Monaco. Enfin, c'est un Grand Prix comme un autre, mais en fait, personne ne le considère comme un Grand Prix comme les autres. J'ai toujours été bercé par les histoires du Fastnet plus jeune dès l'Optimiste. Et puis aussi ce caillou qui est atypique, qui est différent. Toujours un sentiment un peu angoissant. Et ce rocher du Fastnet est devenu mythique dans l'imaginaire collectif des gens qui naviguent, quoi. Donc contourner le Fastnet, c'est jamais tout à fait neutre. Et c'est quand même en mer d'Irlande. Et dans l'histoire de la course du Fastnet, qui a lieu tous les 2 ans, il y a eu l'édition 1979, dont tout le monde se rappelle, où il y a eu malheureusement une hécatombe qui a vraiment marqué la mémoire de la course au large. Tous les concurrents sont encore en mer et la tempête fait rage ce soir en Irlande. Une forte dépression est en train de semer le chaos parmi les voiliers qui disputent la course. Ces images ont été tournées en fin de matinée au large de la Cornouaille. Sur les 54 bateaux qui ont pris le départ de Cove pour regagner Plymouth, 25 sont naufragés ou portés manquants. Je m'appelle Jacques Carès, j'ai une carrière de navigateur et ensuite je me suis attaché à la direction de course d'épreuves océaniques. Mon premier Fastnet, c'était en 1979, donc il y a bien longtemps. Et moi, j'avais juste 20 ans, donc la fleur au fusil pour aller faire ces belles régates qui étaient quand même une course engagée. Le Fastnet a toujours été marqué par un départ qui a été donné dans toutes les circonstances. Selon les organisateurs de la course, le bilan total pourrait bien s'élever à 30 morts. On a beaucoup polémiqué à propos des conditions dans lesquelles s'est effectuée cette course. 3, 2, 1, go! L'Angleterre et la France, c'est quand même 2 nations avec une histoire maritime importante, mais il y a vraiment 2 approches différentes dans ce sport. En Angleterre, il y a plus cette culture de la responsabilisation. La direction de course va donner des informations météo et c'est au skipper de décider si oui ou non il le sent, si oui ou non il en est capable. La course, elle part à une date donnée, point barre. En France, on a tendance à décaler le départ des courses, à l'avancer ou à le décaler de plusieurs heures, de plusieurs jours, pour garantir la sécurité des coureurs. On devait être au moins 200 bateaux. C'est vrai que c'est une course multiclasse, il y a toutes les catégories. On était partis depuis 2-3 jours pour nous. On n'est pas très rapide avec nos petits monocoques à l'époque. Et donc, on était pris en plein milieu de la mer d'Irlande, la mer Celtique. Et là, ça s'est rapidement corsé avec un système dépressionnaire qui s'est creusé sur place, très violent, avec une mer très forte et contrariée par le vent, ce qui a fait beaucoup de déferlantes et des mers assez importantes. On était à peu près à 30-40 nautiques du phare, à laisser à bâbord. Et malheureusement, on a été coiffé avant de passer ce fameux phare. Et là, effectivement, on n'a pas le temps d'esquiver. On est pris dans le phénomène qui n'est pas forcément annoncé non plus par l'organisateur parce qu'on n'a pas les moyens de communication à bord des bateaux. Ça s'est passé de nuit, donc c'est difficile d'avoir une image exacte, mais on a parlé de mer supérieure à 9-10 mètres. On s'était mis à cap sèche, c'est-à-dire sans toile, pour essayer d'esquiver le plus gros des vagues. On s'est fait rouler par une déferlante. Et c'est ça qui nous a fait faire un tour complet, qui nous a fait démater, ouvert le pont. Et
On a été malheureusement obligé d'évacuer le bateau puisqu'il était entre deux eaux. Et donc on est parti sur notre bible de survie dans les déferlantes avec une mer très 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 mauvaise, très forte. On est dans un moment de survie et dans la survie, on n'a pas trop le temps de philosopher, hein. On entend les vagues, on entend les déferlantes qui arrivent sans les voir puisqu'on est sous la bâche. Et parfois, il y en a une qui est plus forte que l'autre et c'est là où on se dit on va encore se retourner. Ça s'est hyper mal passé, surtout pour les concurrents les plus lents derrière, donc les plus vulnérables, où il y a eu un nombre d'interventions des Coast Guard anglais. Enfin, on en parle encore, hein, ce Fastnet 79. Il y avait 303 bateaux qui étaient au départ de cette course. Il n'y en a que 86 qui seront classés à l'arrivée. 25 bateaux seront abandonnés en pleine mer. 125 marins secourus, 15 morts. Donc voilà, il y a quand même un lourd bilan. La course au large a été marquée vraiment par cette année 79. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autres événements aussi dramatiques. Quand on approche du Fastnet, on est encore dans des conditions très agréables, hein. Il y a du vent. On doit tirer des bords le long de la côte irlandaise et puis on a ce DST, cette zone de trafic qui nous a été interdite en course, qui sert pour le trafic maritime. Là, actuellement, on est à 800 mètres de la DST. Okay. Elle est vraiment pile sur la route, donc on doit la contourner. Il y a un peu de jeu stratégique autour de ça, à l'aller et au retour. Voilà, c'est virement dans 3 minutes. Dans 2:30, virement. Il va falloir manœuvrer parce que on arrive en tirant des bords face au vent et on repart au portant, donc du rythme à bord, des changements d'allure, de voile et pas mal de manœuvres, donc c'est assez dense. Transfert dans 3, 2, 1, maintenant. C'est aussi l'endroit où voilà, on met le pied au tour à gauche et on retourne vers une ligne d'arrivée. Enfin, c'est un objectif. On veut essayer de faire le moins de chemin possible, donc en rasant le phare le plus proche possible, tout en faisant attention au bateau qui est autour. À ce moment-là, tout l'équipage est sur le pont et à fond en train de manœuvrer, chacun à son poste. Il y a un peu l'effervescence à bord à ce moment-là. Et surtout, on sait très bien que les conditions sont parfaites pour avoir des vitesses géniales, au portant, des grandes glissades, une vitesse élevée, et que ça va être surtout aussi le kiff, en fait. À bord, que voilà, on va être tout le temps à plus de 35 nœuds, que le bateau va voler en permanence. Ce bord-là, il est vraiment fabuleux. Je barre pendant 3 heures d'affilée. On est tout le temps autour de 40 nœuds. Et le bateau très facile, donc hyper plaisant. À ce moment-là, on sait ce qu'il a dans le ventre, mais on le découvre réellement. On découvre sa puissance, sa hauteur de vol, sa stabilité. Merci beaucoup. Il y a du sourire dans le regard de chaque équipier à bord à ce moment-là. Donc nous, on regarde ça en disant ça va bien se passer et à ce rythme-là, les bateaux ils vont arriver dans un mouchoir à Cherbourg. Donc on est quand même très excités et très focus sur la progression des bateaux. Et dans le même temps, effectivement, comme on a les bateaux les plus rapides du monde, l'ensemble de la flotte, elle est à peu près au niveau de la pointe de Cornouailles des îles Scilly, en train de monter vers le Fastnet. Les bateaux qu'on va recroiser, donc ils vont tous aller sûrement chercher la gauche, donc nous on va rempanner, on va croiser un peu tout le tas là. C'est du bon là. Il faudra être vigilant. Le moment où tu as les 4 ultimes qui descendent plein de balles à 35 ou 40 nœuds, ils croisent les 200-300 bateaux qui sont, eux, en train de remonter vers le Fastnet. Donc ça fait quand même une belle grappe de bateaux à croiser.
Forcément, avec le Formule 1 des mers, on passe le Fastnet avant tout le monde et donc on recroise toute la flotte. Et nous, on est souvent lancé à plus de 35 nœuds, à pleine vitesse, avec toutes nos voiles déployées, donc avec une visibilité qui est un peu moindre. Et puis une collision à ces vitesses-là, je ne sais pas ce que ça peut donner comme dégâts, mais ça doit être catastrophique. Ça va durer 24 heures et pendant 24 heures, il faut être focus, il faut être dessus. Dans toute la descente entre Fastnet et Cherbourg, au moment où les bateaux rentrent dans la Manche, la flotte est un peu comprimée. C'est comme si on lâchait un peu les deux côtés d'élastique et puis ça revient. Donc on se dit, bah super, si ça va sur ce rythme, à l'arrivée à Cherbourg, ils vont être tous dans un mouchoir de poche et tout est possible. Donc là, il faut aller vite. Et donc là, on se relaie à la barre, on essaye de mener le bateau à 105% de son potentiel. Faut border devant. Après l'empalage dans le bord, dans la Manche pour aller vers Cherbourg, ben en fait, cet élastique-là, il s'est retendu. C'est-à-dire que les conditions étaient devenues plutôt un poil plus favorables aux bateaux de devant qui ont été plus vite. On a un peu à distance surveillé notre niveau de performance par rapport au bateau devant. Mais globalement, les écarts sont un peu figés et on est en 3e position, derrière Banque Populaire second et SVR Lasertig assez nettement en tête. Et puis, on se dirige vers une arrivée à Cherbourg dans la matinée. C'est quand même une belle course pour Actuel. Ils finissent pas premiers. Mais voilà, ils ont quand même un podium. Donc c'est un bon début pour eux avec ce nouveau bateau. Ok. Au lever du jour, on va accueillir Actuel qui franchit la ligne d'arrivée. Il est quelle heure? 5h30, 6h. Première course, podium, pour l'instant on est dans le cadre de l'objectif qu'on s'est fixé. Notre objectif c'était d'être au départ, donc faire un podium c'est bien. Il y a un petit casier rouge, tu le vois Julien? C'est un base de quelques minutes. Droit comme ça. Ok, il est beau. 3, 2, 1. Encore un peu. Allez, c'est bon. Bravo la team. Bravo. Trop cool. C'est moi là. Bravo, Alan. Bravo, Juju. Actuel franchit la ligne d'arrivée, 3e. Alors, 3e, c'est pas premier. Bravo les gars. Bien joué. Ouais. On veut toujours faire mieux. Par contre, on est vraiment content quand même parce que c'est la première course avec Actuel Team 4. Voilà. Bravo les gars. Podium, c'est bien parce que ça montre qu'on est au rendez-vous. C'est forcément un podium déceptif parce qu'on dit il y a 2 qui sont devant. Ça nous donne le reste à faire pour pouvoir continuer de progresser. Super. Bravo. Là où le Fastnet était quand même un objectif à court terme pour toute l'équipe et tout l'équipage, là d'un coup on change de mode et notre objectif c'est la Transat Café l'Or. C'est un petit côté égoïste parce qu'on a passé des super bons moments avec l'équipage, mais on est programmé pour la Transat Café l'Or. Faut monter un peu de GV. Doucement. Encore un peu. Stop. Ce qui est chouette, c'est sur la navigation Lorient-La Trinité, pour amener le bateau à la Trinité, donc c'est qu'on l'a fait avec Samuel. Ça sera plus simple maintenant que le bateau retrouve la Trinité. À la Trinité, c'est à la maison.
Donc le fait de ramener le bateau à la Trinité, c'est le ramener à la maison. C'est vraiment important pour moi d'associer Samuel Tual à ce moment-là, parce que l'histoire de la course au large actuelle, elle a démarré à la Trinité-sur-Mer avec un petit bateau que je portais et avec Samuel. Et on est plus de 20 ans après à continuer d'écrire l'histoire avec un nouveau bateau. Bon, la Trinité, c'est par là, hein. On pas être loin du vol. Dans la baie de Quiberon, il y avait suffisamment de vent pour commencer à voler un petit peu. Et donc, on donne la barre à Samuel. Et la première fois que je prends la barre, Ah, là, ça vole bien. ça a duré quelques minutes. Et c'est vrai que ça a été une sensation assez incroyable. On va dire un kiff incroyable. De voler avec ce bateau tout nouveau. J'avais le sentiment de conduire un kart. C'est très réactif. Enfin, on bouge un tout petit peu la barre et le bateau réagit instantanément. C'est une navigation qui était belle, qui était chouette. Une navigation de partage. Il y a une forme de satisfaction avec ceux qui sont là. Et Anthony et Yves à mes côtés, c'est vrai que symboliquement, c'est assez fort parce que c'est le fruit tout simplement de toutes ces années de travail. Maintenant, il va falloir prouver qu'on est capable de réussir. C'est fort ce retour à la Trinité parce que c'est quelque chose qui aurait pu ne jamais arriver. En fait, l'histoire d'Actuel avec la course au large, elle aurait pu se terminer bien plus tôt. Je pense notamment à l'épisode du chavirage d'Yves Le Blévec en 2017 au large du Cap Horn. À ce moment-là, Actuel aurait très bien pu arrêter parce qu'ils sont passés pas très loin de la catastrophe quand même. On venait d'accéder à la catégorie ultime. Et donc, à l'époque, le bateau que nous avions racheté à Sodebo était un bateau robuste, fiable, mais qui, au niveau technologique, était une génération en retard par rapport aux autres. Le projet, pour nous, ça consistait à exister et être présent dans cette classe et avoir la visibilité de la classe. Et c'est comme ça qu'avec Yves, qui est un garçon courageux, on a eu cette idée de faire un tour du monde à l'envers. Alors voilà, on voit la Terre derrière, là. Et on est rendu au bout du monde. C'est le Cap Horn. On savait que le Cap Horn était un premier point de passage très sensible, très difficile. Et on me signale qu'il a finalement passé le point Cap Horn. Et alors que depuis 15 jours, je dormais avec le téléphone allumé sur mon chevet, ce soir-là, je me dis, il a passé le Cap Horn, c'est bon, j'éteins mon téléphone. Et puis, à 4 heures du matin, je rallume mon téléphone. Et là, 10 minutes après, je reçois un message. Le bateau a eu un accident. On savait que le bateau était perdu, mais le seul objectif qu'on avait, c'était de récupérer Yves, évidemment, le plus tôt possible. Et dans la situation où il était, là où il était, les secours étaient très longs à organiser. Pendant ce moment, cette douzaine d'heures là, sur un bateau cassé, chaviré dans les mers du Sud, enfin dans des situations très inconfortables, je me suis quand même trouvé confronté à une forme de finitude, enfin tu vois, de me dire, moi là, Yves, là, je suis quand même dans une situation bien moisie dans laquelle je me suis mis. Il faudrait peut-être qu'avant d'aller renaviguer, j'y réfléchisse un peu parce que tu fais quand même pas très le malin là. Donc forcément, cette confrontation-là, elle laisse forcément des traces. Dans ma sensation qu'il pouvait rien m'arriver de grave, cette espèce d'insouciance, elle s'est brisée. Quand on l'a eu au téléphone, il m'a posé la question, c'est comment on va venir à mon contact. Je lui ai pas donné la réponse directement, je lui ai posé la question, tu penses pouvoir tenir combien de temps? Il m'a dit 4-5 heures. Et puis, avec l'armée chilienne, on a réussi à trouver une solution héliportée. L'armée chilienne a accepté d'envoyer un hélicoptère. Et on a réussi à le sauver. Ça a été une expérience évidemment terrible. À l'issue du Tour du Monde 2017, Samuel aurait pu décider d'arrêter. En fait, il prend la décision de continuer. À partir du moment où on décide de continuer, c'est Samuel qui est le plus fort, qui prend la main et qui emmène le projet malgré les difficultés.
Repartir, ça passait par acheter un nouveau bateau. Si on n'avait pas eu cette situation très compliquée, on n'en serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. Les échecs, ça peut arriver. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait, finalement. Ça, c'est une autre zone, là, qui arrive. C'est vrai que quand on revient à la Trinité, on a envie de le faire savoir. Ça fait 6 mois que le bateau il est dans un hangar, qu'on ne communique pas. Donc là, on a une première course, puis c'est arrivé. On essaye de l'événementialiser pour enfin dire voilà, regardez notre bateau, c'est le plus beau. Et c'est le meilleur. Et autour de nous, il y a même l'école de voile qui est là avec des optimistes. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il y a peut-être un des petits qui est sur cet optimiste et qui regarde le bateau comme ça, qui aurait pu être moi il y a 25 ans. Quand je voyais les courses de grands multicoques dans le port de Latrines, j'imaginais bien qu'un jour, ce serait moi qui arriverais sur un des plus gros des multis du port, le plus gros multi du port. Aujourd'hui, d'avoir une place de skipper, ça a forcément quelque chose de l'ordre du rêve. Si je repense à moi quand j'avais une dizaine d'années, j'aurais signé direct pour faire ce rêve-là. On avait juste annoncé localement que le bateau allait revenir. Donc il y a eu une forme de spontanéité dans l'événement. Et ce qui a été très surprenant, c'est de voir effectivement la quantité de personnes qui sont venues voir le bateau arriver et qui ont assisté à l'événement. Merci encore, s'il vous plaît. Merci. D'applaudir le talentueux, jeune et généreux Anthony Marchand. Merci beaucoup. Le public considère à juste titre que nos marins sont plus que des sportifs de haut niveau. Il y a une dimension aussi un peu héroïque, avec un imaginaire autour de tout ça qui est juste incroyable. Et donc, on ressent ça à ce moment-là, l'admiration sur les visages, les sourires, les regards des uns des autres, sur tout ça, sur le bateau, sur les marins, et c'est très intéressant. Le mall était plein, il y avait beaucoup d'enfants. Enfin, c'était une belle fête populaire, en fait. Très simple, et on se sentait chez nous en fait. La course au large, elle est imprégnée partout en Bretagne Sud. La Mecque historique, ça a été la Trinité. À l'époque, la Trinité accueillait des maxi multicoques énormes, des bateaux qui partaient faire le tour du monde. Je considère que c'est partie des communes mythiques de la course au large, la Trinité. Et donc, le fait d'avoir d'autres bateaux sur le Môle Caradec, et voilà, ça lui donne une visibilité. C'est pas par hasard si les 5 ultimes sont dans cet endroit concentré de la région lorientaise, c'est parce qu'il y a tout pour les accueillir. Ils ont des beaux bâtiments, ils ont une belle structure, ils ont tout le côté technologique, industriel autour de tout ça, que ce soit des boîtes de mécanique, que ce soit des voiliers. On a là les 5 ultimes qui sont quand même les bateaux de course au large les plus rapides du monde. Et ces 5 bateaux-là sont regroupés entre la Trinité-sur-Mer et Concarneau, qui bornent à peu près ce qu'on appelle la Sailing Valley, qui va, on va dire, de Vannes à Quimper. C'est 150 km de littoral, hein. Sur la côte atlantique, on parle de Sailing Valley, c'est pour se rappeler la Silicon Valley, mais c'est vrai, c'est exactement ça. On a une façade atlantique incroyablement merveilleuse pour la course au large et pour les coureurs au large d'aujourd'hui. Elle est mondialement reconnue aujourd'hui, c'est une vraie carte de visite aussi pour l'extérieur, pour nous. Aujourd'hui, tous les marins ou les acteurs de la course au large, ils viennent sur cet espace de la Bretagne Sud chercher un peu cette densité de bateaux et tout cet écosystème, parce que c'est là qu'on y trouve les savoir-faire. T'as pas d'équivalent dans le monde entier où tu peux trouver le meilleur architecte, le meilleur ingénieur, le meilleur chantier. T'as tous les corps de métier qui te permettent d'avoir le meilleur bateau de course au large au monde, qui sont regroupés sur une bande de 100 km. Le monde entier nous envie cette techno-là. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir construire un ultime volant de 32 mètres par 23 dans la Sailing Valley, quoi. Donc ça passe par les voiles, par le carbone, la construction. Nos bateaux sont quasiment 100% français.
Moi, je suis australien passionné de course au large. Je peux essayer de m'entraîner à Sydney. Il y a plein de gens très bien à Sydney. Enfin, il y a plein. Mais si je veux aller là où est le niveau, aussi bien en technique que en sportif, je vais m'installer à Trinité-sur-Mer, Concarneau, Lorient. Je vais venir là. C'est là où je vais être au plus haut niveau mondial. Le 1er août, on arrive à la Trinité. C'est une grosse étape de franchise. Symboliquement, le bateau revient à son port d'attache. Et donc, qui dit le bateau qui revient, il y a toute l'équipe aussi qui revient. Donc, ça va du bureau d'études jusqu'au technicien. Donc, on a besoin de cette base pour se rassembler et puis avoir les outils à disposition pour continuer à travailler sur le bateau, le faire évoluer et puis préparer la Transat Café L'Or. Là, en distance au bâtiment, c'est bien. On est bien là, ouais. Ouais. Le team actuel, c'est grosso modo une vingtaine de personnes, où tu as 4 ou 5 ingénieurs qui, eux, sont les plus faciles à déplacer parce qu'ils ont besoin d'un ordi et un écran, donc ça, c'est pas compliqué. Mais tu as 3 ou 4 techniciens composites où il faut qu'ils redéploient leur affaire. Tu as 2 techniciens gréement à castillage qui réinstallent leur poste de travail. Enfin, chacun réinvestit son espace de façon à être le plus rapidement possible opérationnel à bord du bateau. Je m'appelle Sandrine Berthaud. Je suis actuellement sur un poste de direction et de logistique pour le team actuel. Et je travaille dans le projet depuis 2009. Donc on réinstalle les ordinateurs, le simulateur. Chaque pôle de travail en fait va se réorganiser en très peu de temps. L'avenir, c'est toujours la Transat Café L'Or en ligne de mire, sauf qu'à ce moment-là, il faut faire sa qualif, il faut s'entraîner le plus possible. Si on a cette vitesse-là, on va tous les défoncer après. 55 vivants. Ouais. Bon là, c'est sûr, avec ce qu'on a trouvé là. Le simulateur, il a plusieurs fonctions. C'est un jumeau numérique du bateau. L'idée, c'est de pouvoir utiliser le bateau ou tester des choses sur le bateau dans le virtuel, donc un peu comme dans un jeu vidéo. Le simulateur aujourd'hui, il se rapproche un petit peu de la vérité, mais c'est quand même pas de la navigation, donc faut toujours prendre les données avec parcimonie et avec recul. Il faut essayer de venir à des réglages un tout petit peu plus sur le fil. Tu vas trouver où est le fil, justement. On peut facilement se contenter de voler sur ce bateau-là. Mais voler, ça veut pas dire aller vite. C'est assez nouveau pour le team actuel de travailler avec un simulateur. On a commencé à le faire avec Actual Team 3 et avec Actual Team 4, ça fait partie du bateau. C'est-à-dire qu'on a acheté le bateau et le simulateur en même temps. Ça faisait partie du paquet. Et là, enfin, on n'est pas à 100% là. Forcément, nous, c'est très instructif. Après, le simulateur est plutôt utile sous pilote automatique pour essayer de comprendre comment fonctionne en fait le bateau et continuer de faire des essais quand le bateau navigue pas. Et je pense que déjà, on était à 80% en bordure, on est monté à 95%, et c'était beaucoup mieux déjà. On peut vite l'oublier un peu aussi, la bordure. Avant la qualif, on a déjà des éléments en disant dans le simulateur, ça fonctionne. C'est ces réglages-là qu'il faut se forcer à aller chercher sur l'eau. Le prochain objectif, c'est de valider notre qualification pour la Transat Café L'Or avec Anto. Donc c'est un parcours de 1000 milles qu'on doit effectuer en double. Dans l'avis de course, qui est le contrat qu'on passe avec chacun des teams et chacun des marins, il est spécifié qu'avant une transatlantique, on doit faire une qualification. Ça, c'est le J1-4. Pour la Transat Café L'Or, c'est 1000 milles avec le bateau sur lequel ils vont courir, mais surtout avec la personne, le co-skipper, avec lequel ils vont partir. Le but, c'est au final de vérifier, ça paraît un peu étrange, mais que le duo va bien s'entendre. La deuxième, c'est de s'assurer que tous les deux ont pris en main le bateau, et plus le bateau est neuf ou plus le projet est nouveau, et plus on est attentif à cette qualification, de façon à ce qu'au moment où ils vont arriver au Havre, toute cette partie soit absolument derrière eux
Néanmoins, cette qualif, au-delà d'une contrainte, c'est un super exercice. Il faut commencer à sentir ce que c'est que d'être en double, Anto et moi, sur ce bateau, prendre nos marques. On se projette plus facilement dans ce que va être la Transat Café L'Or. La mise en situation dans la qualification pour Anto et Julien, ça change les choses parce qu'on est plus rassuré quand ils sont nombreux à bord, surtout ce qui concerne tout l'électronique, le pilote automatique. Mais quand même, si vous avez un crash, vous serez peut-être content de passer sur l'ordinateur numéro 2, d'avoir une position GPS. Oui. Et ça, il suffit qu'on fasse une restauration de paramètres, c'est vraiment pas compliqué. C'est que quand ils sont deux, ils comptent beaucoup plus sur les systèmes du bord. Donc on a cette pression qui monte un petit peu à envoyer juste 2 marins sur cette machine pendant un peu plus de 48 heures. Bah là, le départ, là, déjà, la décision est prise par Anthony et Julien, qui font un schéma de parcours qui va permettre de naviguer dans différentes conditions, dans différentes allures, différentes manœuvres avec le bateau. On prend la première occasion, pourquoi ? Parce qu'on est en plein mois d'août et que pour faire 1000 milles, il faut quand même aller assez loin. Et qu'à cette période-là, on est en plein été, il peut souvent y avoir peu de vent. Donc on voit qu'il y a cette situation météo-là qui est propice, juste comme il faut, en termes d'intensité de vent et de ce qu'on va trouver. Ciao les gars! Donc c'est le bon moment. Transfert. Ok. 3, 2, 1, parti! Et avec Julien, on est vite dans le vif du sujet. On a une navigation un peu ingrate. Et dès que tu navigues dans des conditions un peu dures, un peu rudes, il y a tout qui ressort. Stop! Un tour dans la drisse, ça n'a pas été pris bien au pied de mort. C'est là où on voit les choses à travailler ou pas dans un binôme. Faut border devant, je pense, c'est pas mal à border. C'est un super entraînement, ça permet vraiment de se rendre compte de l'exercice du double à bord que moi j'avais pas fait. Faut bien augmenter la target speed. Si tu mets la mode perf, pas qu'on soit trop bas en target speed. Faut schématiser, Julien il est cartésien. Le dernier dessus, on est à 1 degré au-dessus. Et moi je fonctionne beaucoup au feeling. Et on a appris l'un et l'autre à essayer de réfléchir comment l'autre fonctionne. Et on se rend compte qu'on arrive souvent à la même idée, au même constat, par nos chemins différents. Et ça coule de source. Enfin, voilà, je me dis direct que je suis content d'avoir choisi Julien et que c'est la bonne personne pour m'accompagner pour la Transat Café L'Or. Il y a le danger isolé du là où est nous, mais ça passe partout, là. Et il est où? Il est à ma gauche? Il est à ta gauche, ouais. Une course en double, c'est très particulier. Ouais, vas-y. Ils passent le relais l'un à l'autre en se faisant confiance à 200%. Ok, foil up. Ok. Donc la question de la confiance, c'est juste la base de la course en double. Et donc la question, c'est est-ce qu'ils étaient bien ensemble? J'avais pas de doute, vu les profils des deux avant. Je voulais juste avoir la confirmation que ça se passait bien à bord. Ils m'ont très vite rassuré. Avec l'ancien bateau, on aurait mis plus de temps pour faire cette qualif. Et on est content, voilà, on voit que c'est une machine qui fonctionne très bien dans du gros temps, dans de la grosse mer, qu'on sent en sécurité, mais qui est puissante. Par contre, c'est un bateau qui est beaucoup plus physique. Tu vas plus vite pour faire le même parcours. Par contre, t'es rincé et épuisé à l'arrivée. Personnel, ça va bien? Salut. Ça va? Ouais, ça va. Autre chose de fait. Qualifié. Après, on attend la validation de Francis Le Goff, mais logiquement, il n'y a pas de souci. Bon. Et ça a été musclé, quand même. Salut Yves, ça va? Ça va, ouais. Salut Yves. La qualification, pour nous, honnêtement, c'est une formalité. J'avais pas de doute sur le fait que cette qualification allait être positive. Donc là, ce qui est intéressant, c'est comment Anthony et Julien, ensemble, ont fait cette qualification de façon engagée, en situation réelle, comme s'ils étaient en course. Tellement qu'on allait vite, on a perdu un T du lettrage actuel sur le flotteur à l'avant. Ah merde! On en recolle un. Ah bah ça c'est chiant ça! Ah ça mais ouais. Ça donne un... Ouais. On a essayé de faire ça un peu... On mettait les coups de barre qui allaient bien pour enlever comme il fallait. À l'arrivée du bateau,
Ce qui est vraiment important pour moi, c'est de voir les sourires de Anthony, de Julien, et de voir à quel point ils fusionnent ensemble en tant que coéquipiers, et ils fusionnent avec le bateau. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se construire et qui va exactement dans le sens de notre objectif, qui est de mettre au départ, pour la Transat Café L'Or, le bateau avec le binôme d'équipage au top de sa forme. Là, il faut que l'équipe ait le bateau pendant une dizaine de jours là, pour refaire tout ce qu'on doit refaire. Oui. Puis repartir naviguer avec toutes les nouvelles petites modifs. Il n'y a jamais de temps mort, que ce soit en mer ou à terre. On a besoin d'immobiliser le bateau pour faire certaines réparations, dont la réparation de la baume. Et on a aussi couplé cette immobilisation-là pour travailler sur les appendices et d'autres systèmes. Ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'on veut faire. Donc ça va prendre une semaine. Le côté négatif, c'est que le bateau, pendant une semaine, il navigue pas. Néanmoins, on est conscient quand on est skipper d'un ultime qu'on navigue sur des machines très techno, avec beaucoup de systèmes embarqués. Donc il y a forcément des phases où le bateau doit être à disposition de l'équipe technique, sinon eux, ils peuvent plus bosser non plus. Faut pas prendre non plus la moindre petite fissure à la légère. Il faut sécuriser tout ça parce qu'on peut vite avoir l'effet boule de neige. Si la baume elle est mal réparée et que là elle s'ouvre vraiment en deux, là c'est plus 8 jours de bateau à quai, c'est vite un mois et demi. Ah, ils vont vite quand même, hein? C'est tout de suite, c'est tout de suite. Rupture de la chape de la galette. C'est pas la croisière s'amuse là.